On va maintenant parler sous. On va parler sous, argent, avec Bruno Bouteleux, qui est directeur général de l'ADAMI. Bruno, rejoignez-moi. Vous êtes l'ADAMI, c'est la Société civile pour l'administration des droits des artistes et des musiciens interprètes. Bruno, vous avez la parole. Merci beaucoup Yves. Bonjour à toutes et à tous. Alors, depuis que j'ai appris hier que Johnny Rotten, chanteur de Feu et les Sex Pistols, représenterait l'Irlande au concours de l'Eurovision, je me dis que dans ces milieux qui sont les nôtres, tout est absolument possible et que bien souvent la réalité dépasse les imaginations les plus créatives. Donc, inventons, écrivons l'avenir et sans contrainte et de la manière la plus débridée possible. Payez-moi ma musique et je vous paierai ma limonade, disait ce compositeur du XIXe siècle au serveur de ce café dont l'orchestre jouait l'une de ses œuvres. La gestion collective des droits artistiques est née de ces constats que, pour conserver le contrôle sur leur travail, seule l'Union garantirait aux artistes le respect du droit sous toutes ses formes, morales et matérielles. Mais comment faire lorsque la musique ou les films sont diffusés tout autour de la planète, en lieu et place de ce café où notre compositeur avait ses habitudes? La solution demeure la gestion collective. Mais encore faut-il que, sans relâche, elle s'adapte aux défis de son temps. S'adapter, depuis le XVIIIe siècle, et Beaumarchais, son fondateur, la gestion collective n'a fait que ça, et avec brio. Elle démontre chaque jour ses nombreuses vertus. Sa gestion est désintéressée, ses organismes appartiennent à leurs membres dans un esprit plus proche des coopératives que des sociétés commerciales. Pas d'actionnaires, mais des sociétaires. La démocratie interne y est scrupuleuse et en plus, comme si toutes ces vertus finissaient par devenir suspectes, ces sociétés font l'objet d'un contrôle de l'État comme aucun autre secteur privé. En outre, bien au-delà du simple exercice comptable de collecter des droits et les répartir, la gestion collective a construit des mécanismes de solidarité sociale ou culturelle absolument majeurs. Vous, professionnels du spectacle, bénéficiez des aides financières apportées par les OGC, comme nous les appelons. Qu'en serait-il, par exemple, dans un autre domaine, de la retraite des auteurs, si les sociétés d'auteurs elles-mêmes ne s'en préoccupaient pas? Écrivons l'avenir, dites-vous. Un très beau sujet, et pour la gestion collective, au jour du big data et des réseaux immatériels où l'on atteint des niveaux d'usage des œuvres comme jamais auparavant, il est grand temps. Un exercice à accomplir maintenant, avant que dans ce pays, il y ait davantage d'organismes de gestion collective que l'on ne compte de stands obis, et ça n'est pas peu dire. Pas moins de 25 organismes composent le paysage particulier de la gestion collective en France. Est-ce là la bonne réponse aux enjeux qui sont les nôtres? Imaginons que Beaumarchais ait préféré consacrer son génie à ses seules œuvres plutôt qu'à l'avenir de ses pairs. Imaginons qu'en 2023, la gestion collective n'existe pas et que de brillants esprits, plutôt jeunes, un peu geeks, se disent que pour gérer tout ce formidable potentiel des arts sur les réseaux, il serait opportun d'inventer une réponse globale de gestion et de protection de la partie smart de nos smartphones, comme le dit fort justement Jean-Michel Jarre, je veux dire de la partie contenu. Croyez-vous sérieusement que ces jeunes têtes bien faites nous inventeraient un paysage composé de pas moins de 25 organismes différents? Assurément non. Et c'est à ce grand chantier que nous avons le devoir de nous atteler, car la préservation de notre souveraineté culturelle passe aussi par notre capacité à inventer les outils de protection que requiert l'époque qui est la nôtre aujourd'hui. La gestion collective s'est adaptée à tout, au cinématographe, à la machine parlante, à la piraterie, à la copie privée, aux réseaux sociaux, au streaming. Elle a su contrer les médias qui prétendaient que c'était bon pour la promo que de diffuser la musique sans la rémunérer. Elle a su contrer les telcos qui vendaient du forfait en poussant les jeunes à télécharger les contenus sans un mot sur les dangers de la piraterie, à ces plateformes de streaming qui se réfugient derrière un pseudo-statut d'hébergeur pour échapper à leurs responsabilités. Pour se réinventer à nouveau, la gestion collective a besoin d'une stratégie mondiale, globale,
qui écarte salutairement les querelles de clocher et les faux particularismes censés justifier cette morcellisation mortifère qui la caractérise aujourd'hui et la rend inapte à entrer dans son futur. Si nous ne le faisons pas, d'autres s'en chargeront. La gestion collective dans le monde, c'est environ 12 milliards d'euros. Joli magot. Je n'oublie pas qu'il y a quelques petites années, une filiale de Google a acheté une société d'auteurs aux USA. Car après tout, on pourrait se dire que ce modèle, inventé il y a plus de 2 siècles, a vécu et que les GAFAM feraient tout ça très bien. Mieux peut-être. La gestion des droits est désormais une grosse affaire de data, et qui mieux que ces champions pour s'en occuper? Oui, peut-être. Mais c'est oublier tout ce qui accompagne le simple exercice de la perception et du paiement. La solidarité, l'action sociale, le soutien culturel, la capacité à gérer indifféremment les millions et les centimes pour un coût proportionnellement réparti. À 12 milliards d'euros annuels, on comprend que l'enjeu est désormais global. Et le grand défi de la gestion collective, c'est désormais le rassemblement pragmatique des forces qui la composent. L'efficacité par la mise en commun de tout ce qui peut l'être. Les enjeux techniques sont considérables pour rester dans la course de la data. Et que dire des rapports de force entre ceux qui utilisent aujourd'hui le travail des créateurs et nos organisations? L'avenir de la gestion collective s'écrit à plusieurs mains, mais autour d'un unique projet. Certes, il y aura beaucoup de travail. S'unir ne doit pas signifier gommer les identités des uns et des autres, renier une partie des intérêts de telle catégorie face à une autre. Pas de tyrannie de l'unité non plus, du pragmatisme, c'est tout. Commençons ce travail nécessaire par les droits voisins, ceux à côté des droits d'auteur qui concernent les artistes, interprètes et les producteurs. Donnons naissance à un champion français des droits voisins dont la créativité de ce pays a besoin pour garantir à chacun, chanteurs, danseurs, musiciens, comédiens, producteurs, la protection de leur travail, que leur talent fait rayonner dans le monde entier. Voilà la proposition que l'ADAMI porte aujourd'hui. Donnons-lui de solides responsabilités en matière de soutien à la création et au spectacle vivant, également au-delà de la simple question de la gestion des droits. Je suis un observateur suffisamment ancien dans ce métier pour savoir où la gestion collective des droits voisins est efficace. Au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, aux USA, qui ont tous fait le choix d'un organisme unique, ces organisations sont puissantes. Rien qu'aux USA, l'OGC unique de droits voisins collecte désormais plus de la moitié des droits voisins collectés dans le monde. Certes, c'est à partir d'un marché natif énorme, mais tout de même, qu'en serait-il si, comme en France, en lieu et place d'un unique OGC, il y avait aux USA pas moins de 5 organismes différents, pour ne parler que de la musique, 7 si l'on englobe également les droits audiovisuels. Le conseil d'administration de l'ADAMI, en conscience, estime que l'enjeu est tout simplement une question de survie de ce modèle et m'a demandé de promouvoir cette idée. Notre manière à nous, modeste mais très ambitieuse, d'écrire l'avenir. Merci à Nicolas Marc et merci au BIS de m'avoir permis de vous en parler aujourd'hui. Merci Bruno. Merci Bruno. À nos traducteurs en langue française, des signes françaises. Je ne connais qu'un mot en langue des signes, c'est bravo. Alors, bravo.